Il y a un photographe qui m'a donné le goût de la photo. Il s'appelle Chris Knight. Ouais. Okay? Je l'explique parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent à moi et disent mais pourquoi tout ça pour ce pack? Je les explique les différentes étapes. C'est qu'il y a une retouche photo qui est derrière. Je fais appel à une maquilleuse. Après, il y a la phase d'éclairage et autres. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que si toi, tu es photographe et que tu as un écran qui ne connaît que le sRGB qui n'est pas calibré, forcément, tu produiras de la merde. Oui. Et c'est ça que je n'avais pas compris au début. Donc généralement, elle peut être à 1, je vais dire à 1 sur 32. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais vous demander s'il vous plaît de vous abonner à cette chaîne, histoire de ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et surtout, sachez que ça va aider cette chaîne à grandir. Notre objectif, c'est atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. C'est chaud, j'avoue, mais je pense qu'on peut le faire. Ah, et n'oubliez pas, cliquez sur la petite cloche, c'est très important. Bonjour Rudy. Bonjour. Alors, je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Présente-toi à nous. Ouais. D'accord. Je m'appelle Djambinza Amorudi. Je suis de nationalité congolaise. J'ai 32 ans et je suis photographe. Ok. Donc, j'aimerais que tu nous dises, t'es photographe. Ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est de savoir ce qui t'a emmené vers la photographie. Ça a été quoi le déclic? Parce qu'il me semble en plus que avant tu faisais un autre métier je connais pas trop la définition. Oui. Mais bon voilà, tu faisais un autre métier. Et est-ce que le déclic est arrivé à quel moment? Voilà. J'ai toujours eu une passion de l'image. Ça a commencé en 2009. Au fait, j'avais un grand frère, bien avant que j'aille faire mes études au Maroc, j'avais un grand frère du quartier qui m'avait donné son appareil photo qu'il n'aimait pas utiliser. C'était un Sony Cybershot. C'était un appareil photo pas fameux, mais on pouvait y mettre des cartes mémoire. Je m'amusais à prendre des photos, des clichés de tout le monde. Et à l'époque, j'avais pas d'ordinateur portable. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai menti à ma mère que j'avais pris une formation au niveau du port, une formation logistique et qu'on exigeait des ordi portables. Elle s'est battue. Elle m'a envoyé par DHL un ordi portable à serre tout neuf. Et moi, j'avais l'appareil photo. Ce que je faisais, c'est que j'allais prendre des amis en photo. Je ramenais, je visionnais, mais je ne savais pas comment retoucher les photos. Et c'est là que à travers un ami à moi de l'époque, quand on avait fait le bac ensemble, je découvre un autre ami à lui. Attends, excuse-moi, je te coupe un peu. À ce moment-là, tu étais en quelle classe? On parle de quelle année? Je venais d'avoir mon bac en 2008, juste après le baccalauréat, 2008. Je faisais pratiquement rien à l'époque, d'accord? C'est juste après qu'on m'a eu une formation chez mon père, mais je faisais rien. Parfait. Donc, je prends l'appareil photo, je découvre la photographie, les clichés, je trouvais ça beau, la capacité de prendre des photos dans une carte mémoire et les mettre dans un PC pour pouvoir les visionner. Et je mens à ma mère, j'obtiens le laptop, mais je ne sais pas quoi faire de ces photos. Et à travers un ami, je découvre une de ses connaissances qui utilisait un logiciel de l'époque qui s'appelait Photo Impact. Et je voyais, il ajoutait des textes, des couleurs du drapeau congolais avec des détourages. J'ai dit, mais comment il fait ça? Il dit, non, mais c'est un ami à moi qui le fait et tout, il est sur Brazzaville. J'ai tout fait, je me suis rendu sur Brazza. J'ai rencontré le monsieur, j'ai dit, apprends-moi à utiliser Photo Impact. Montre-moi Photo Impact. J'ai passé 2 mois avec lui, j'avais mon laptop, le gars il m'a formé. Et c'est là que j'ai commencé des petits montages photos. Je découpais les gens, j'ai placé le drapeau du Congo. Et c'est là où l'amour de la photo, le déclic a commencé. Après ça, je m'envole pour le Maroc. Arrivé pour le Maroc, je découvre Internet. Et j'avais pas Internet au pays. Quand je découvre Internet, de là vient ce qu'on appelle l'auto-formation. Je vois des tutoriels sur YouTube. Cet engouement pour Photoshop, la photographie augmente. C'est vrai que ma caméra, je l'avais oubliée au pays. J'arrive sur le terrain, j'avais plus de nouvelle caméra, mais je me retrouve face à des nouvelles technologies. Je me dis, écoute, j'ai pas de caméra, mais je peux approfondir avec Photoshop. J'apprends comment faire des retouches sur les images d'autres personnes. J'apprends comment faire des petits montages et autres. Et quand j'aurai assez d'argent, je vais me racheter mon appareil photo et relancer cette passion. Et il m'arrivait de fuir mes cours de l'époque, parce qu'effectivement, j'ai étudié QHSE. Il m'arrivait de fuir les cours l'après-midi juste pour aller retoucher les photos chez moi à la maison.
Et cette passion, cette passion a toujours été là. J'étais en classe, mais je pensais à la photo. J'étais en classe, mais je pensais à l'image. C'est là où je me suis dit, bien que je peux faire QHSE pour trouver un travail qui va me payer, mais je ne vais jamais laisser cette passion qui est la photo. Ça a commencé depuis 2008. En fait. Oui. Ok. Bon, ben parfait. C'est beau. C'est une belle histoire, tout ça. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment ça se passe une séance photo avec toi. Par exemple, prenons le cas d'un exemple, parce que tu as énormément de packs qu'on mettra justement à l'écran là pour les spectateurs aussi. Oui. Et il y aura tous les liens justement pour retrouver tes travaux, tout ça. Mais tu as des packs famille, packs pro, tout ça. On prend l'exemple par exemple d'un pack pro. Voilà. Moi par exemple, je vais faire un pack pro LinkedIn pour mes photos pro, tout ça là. Comment ça se passe? Voilà. Explique-nous un peu la démarche. D'abord, je me rencontre avec le client pour prendre son besoin. Ok. Une fois que j'ai pris le besoin du client, je sais ce dont il a besoin, on a déterminé que sur le pack LinkedIn, je lui donne le tarif. Okay? Et j'essaie d'expliquer au client parce que le pack détaille exactement comment fonctionne le tarif. Okay? Je l'explique parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent à moi et disent mais pourquoi tout ça pour ce pack? Je les explique les différentes étapes. C'est qu'il y a une retouche photo qui est derrière, je fais appel à une maquilleuse, après il y a la phase d'éclairage et autres. Et une fois que c'est fait, le client a accepté de payer le prix. Pour tous les tarifs inférieurs à 100 000, on paye cash. C'est-à-dire que c'est cash, il n'y a pas de 50%, tu donnes les 100% à l'avance. Mais tout montant supérieur à 100 000, il y a une avance de 50% avant la séance. Et le reste des 50%, c'est le jour de la séance où on règle le même. Donc, une fois que je reçois l'argent, on programme une journée avec le client. Le client arrive au studio photo. Je le mets dans l'ambiance, c'est-à-dire que je lui demande quelles sont ses musiques préférées parce qu'il faut que je mette la musique pour que le client soit détendu. Ah, ça c'est bon, ça. Après, le client va s'habiller. Si on a recours à une maquilleuse, il y aura la maquilleuse qui va s'occuper de lui exactement. Justement, tu as tes équipes en fait. Tu as des gens, tu as une maquilleuse, tu as des assistants. J'ai des assistants qui travaillent avec moi au studio. Donc, les assistants sont déjà au courant du jour de la séance. C'est-à-dire que je l'ai dit à l'avance qu'on a une séance tel jour avec tel client, il faut déjà être là. Donc tout le monde se présente le jour J et puis la séance photo se déroule correctement. Je mets le client dans l'ambiance et j'essaie de voir au mieux le type de photo que le client cherche. Je lui pose des questions. Il dit est-ce que tu préfères des photos sur fond blanc ou tu préfères des photos sur le fond que j'utilise d'habitude? Moi, j'utilise des fonds un peu fabriques avec on va dire des teintes uniques. D'accord. Ok. Ceux qui voient mon travail me disent non, je veux un truc similaire à celui-ci. Donc quand il me dit ça, je n'hésite pas à expérimenter aussi avec des fonds blancs. Peut-être que le client peut l'aimer. Voilà. Donc je fais ce que le client me dit, mais je lui propose d'autres types d'éclairage. Je ne me limite pas à un éclairage spécifique. D'accord. Je fais différents types d'éclairage. Après je montre au client, il dit ah ouais, ça, quand tu me disais fond blanc, je savais pas que ce serait comme ça. Ça c'est cool. Parce que par la suite le client peut aimer. Donc pendant la séance, je fais ce que le client me dit, mais j'improvise et je crée des styles d'éclairage uniques pour avoir plusieurs clichés et rendre le travail plus beau. Ok. Ah ben c'est parfait ça. Bon à savoir. Du coup, en parlant de ça, du fait que le client vienne au studio, mais est-ce qu'il t'arrive des cas où par exemple, pour des photos de famille, où vraiment on a besoin peut-être est-ce que ton studio peut se déplacer? Voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a des moments où on peut te dire non, mais je préférais que tu me shootes sur un tel endroit ou chez moi à la maison, dans mon décor, viens avec ton studio. Là, tu peux transporter tes choses. Bien sûr. Bien, ça te fait chier. Bien sûr que je peux transporter. C'est-à-dire que quand j'ai investi dans le studio, j'avais pris en compte la mobilité. Parce que je sais que il arrive des clients qui ne peuvent pas se déplacer. Et pour preuve, c'est qu'en parallèle de mon studio photo et des portraits studio, j'ai une petite boîte qui fait des mariages événementiels. C'est-à-dire qu'on prend les photos et les vidéos du couple et puis on immortalise leurs plus beaux moments. Et pour cela, je déplace constamment mon studio pour aller couvrir les mariages. Donc, je suis totalement mobile. Tout a été pris en compte pour la mobilité. Bon, ça, c'est parfait. C'est bon à savoir ça. J'aimerais un peu que tu nous parles de tes inspirations de la photo. Je sais qu'on arrive, généralement en ce qui concerne l'art, il y a toujours quelqu'un qui nous stimule, qui nous... voilà. Quelles sont tes inspirations? Voilà. Les artistes qui t'inspirent. Il y a un photographe qui m'a donné le goût de la photo. Il s'appelle Chris Knight. Chris Knight, c'est un photographe américain, je pense new-yorkais. Ce que j'aime chez Chris Knight, c'est que ses photos ressemblent à des peintures.
les peintures d'artistes. Lui-même, il a tiré une grande inspiration de Rembrandt, Caravaggio, tous ces artistes de la Renaissance, je pense bien. Et c'est de là que je tire mon inspiration, en fait. J'ai envie, quand je prends une photo, je veux qu'elle communique une émotion à celui qui la regarde. Pour moi, une photo, c'est pas... Parce que beaucoup de clients pensent que je viens, clac, j'appuie sur un bouton et puis c'est bon, c'est la photo. Non. Pour moi, j'ai envie de prendre des photos qui peuvent être affichées dans les musées. Et c'est ça le challenge. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là, mais c'est ça mon objectif final. Je veux prendre des œuvres d'art, des photos qui seront capables d'être publiées dans les musées où on dira que ça, c'est une photo de tel artiste. Pour moi, c'est ça la photo, en fait. C'est une émotion qui communique. Je veux que quand le client ou bien le public regarde ma photo, il ne sait pas ce qui le pousse à regarder, mais il y a un truc qui l'attire vers cette photo, une émotion que l'image communique. Donc, je tire mon inspiration de Chris Knight, qui, lui, en contrepartie, il prend des artistes. Et c'est pourquoi, avant chaque photo, ce que je fais, c'est qu'une fois que je prends les photos avec du shooting avec les différents clients, c'est que je repars dans mes archives, j'ai plein d'images de peintres de l'Antiquité et tout, et je tire d'elles des couleurs que j'utilise dans mes portraits. Et mes récents portraits, vous allez remarquer, les couleurs sont un peu dorées et tout ça parce que je les tire des différentes peintures. Et il y a un logiciel, un site qui s'appelle Adobe Color. Tu peux mettre une image et ça te génère une palette de couleurs. Et ce sont ces palettes-là que j'utilise dans mon art parce que j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction-là. C'est ça. Donc, je tire mon inspiration des peintres. Ok, d'accord. Et en particulier, chez nous, dans le monde moderne, c'est contemporain plutôt, c'est... Chris Knight, qui est vraiment ton inspiration. Ok, on mettra quelques images à l'écran pour vous, histoire que vous voyez un peu le travail de Chris Knight. J'aimerais un peu que tu nous parles des difficultés auxquelles tu fais face par rapport au... Parce que je rappelle que tu es au Congo, que tu travailles sur le marché congolais, donc il y a forcément des difficultés, des réalités qu'on ne sait pas. Et j'aimerais que tu nous parles un peu des difficultés que tu fais face. Bien sûr, excuse-moi. La plus grande des difficultés, c'est que la photographie au Congo n'est pas considérée comme un travail de tel. C'est que pour beaucoup, c'est juste un passe-temps. Et les mentalités doivent changer parce que beaucoup de personnes, de clients, prennent la photographie et la ramènent à un niveau de bas échelle. En fait. Et je pense que c'est culturel dans le sens où, en grandissant, on voyait des photographes prendre des photos à 500 francs CFA à la plage, on prend un cliché. Ils ont donné l'impression aux gens que c'est une tâche tellement facile qu'elle n'a pas du tout de valeur. Et moi, bien avant même de me lancer dans la photographie, quand j'étais tout petit, je pensais également que la photographie, c'était un petit truc sur un bouton et autres. Mais quand on rentre en profondeur de la photographie, on se rend compte qu'il y a énormément de choses. Il y a l'éclairage. Hormis l'éclairage, tu dois avoir le thème de la photo, tu dois avoir le cadrage, tu dois avoir le message à véhiculer, tu dois avoir les couleurs. Donc, tous ces éléments constituent, on va dire le socle d'une bonne image. Et j'essaie d'expliquer ça aux clients, en fait. C'est un challenge parce que il faut changer les mentalités pour la photo, en fait. La photographie, c'est un métier noble parce que quand on vieillit, on oublie tout de notre histoire. Quand tu as 100 ans ou 90 ans, tu n'as aucune idée de ce que tu faisais à 12 ans. Mais le fait de retrouver une image de toi à 12 ans, d'un seul coup, ça rappelle quelque chose à ton cerveau et tu te souviens, waouh, ce jour-là, à 12 ans, je me souviens, la journée, je l'ai passé ceci, on est allé voir un tel. Donc, photographier un événement, c'est... De toute façon, quand tu photographies quelqu'un, c'est quelque chose qui ne peut plus jamais se reproduire. Si j'ai pris une photo hier à 12 h, c'est un événement qui est passé qui ne peut plus jamais être rattrapé. Exactement. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer un peu aux gens, c'est que le challenge, c'est de faire comprendre aux Congolais que la photographie, c'est un métier comme tout autre. La photographie professionnelle est un métier noble et qu'il faut payer le prix pour avoir la photographie professionnelle. Et il faut la considérer comme un métier, comme un artiste qui fait son boulot, on le paye en tant que tel. Il ne faut pas prendre la photo... Et je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de photographes de la place qui n'ont pas forcément investi professionnellement dans la photo. Vous voyez, tu peux être un jeune homme à qui on a donné un appareil photo bas de gamme, tu te lances sur la photo, tu fais des photos à 500, le client il se dit, écoute, c'est 500 la photo, pourquoi est-ce que j'aurais à payer par exemple 100 000 francs CFA pour une séance, alors qu'ailleurs on le fait à 500. Il faudrait faire comprendre au client, ok,
Le monsieur qui le fait à 500 n'a pas eu la formation adéquate, n'a pas les lumières professionnelles adéquates, il ne te donnera pas le même résultat que le mien. Donc, le client n'a pas forcément l'œil du photographe, mais avec le temps, si on essaie de lui expliquer, je pense que les barrières peuvent tomber au fait. Il faut éduquer la clientèle congolaise. Voilà, je pense, il faut éduquer la clientèle congolaise par rapport à la photo. Parce que les clients pensent que toutes les photos se ressemblent. Moi, j'ai eu un client qui est venu me voir, je lui explique que je vous facture ce tarif en fonction du matériel et de mes compétences. Il me dit, comment ça? Je lui dis que mon appareil photo, par exemple, il m'a coûté 1500 €. Il dit, c'est impossible, ça n'existe pas les appareils photo de 1500. C'est ce que le client me dit. J'ai dit, bah, oui, c'est pour te dire que ce genre de mentalité existe. Le niveau, quoi. Je lui ai montré, je lui ai dit, voici l'appareil que j'utilise et voici le prix. Il était là, mais wow. J'ai dit, ben ouais, un appareil photo à 1500 € ne va jamais afficher les couleurs de la même manière qu'un appareil photo à 100 €. Et quand on essaie, c'est ça que j'essaie d'expliquer au client. Je dis, celui que j'utilise, je l'ai investi pour vous donner la meilleure image possible. Et il faudrait que vous le compreniez. Au fait. Si vous prenez une photo avec votre téléphone, il n'apparaîtra jamais de la même manière qu'avec un appareil photo professionnel parce que ce n'est pas la même technologie, ce n'est pas le même capteur, ce n'est pas la même résolution. On aura beau faire ce débat, ça, c'est pas pareil. Donc, les plus grands challenges, c'est les mentalités, c'est le clash des mentalités. Et Dieu merci, je rencontre des clients qui valorisent. J'ai eu à faire des prestations de mariage, des clients qui valorisent la photo, qui ont payé mon prix et je les ai donné la meilleure qualité possible, ils étaient satisfaits. C'est ça. Donc c'est le plus grand combat, c'est ça. Parce qu'ils pensent tous qu'il suffit juste d'appuyer sur un bouton et du coup, quand on donne le prix, ben, pour eux, c'est un choc, quoi. Mais moi, j'ai même dit, laissant même de côté tout ce qui est lumière et formation, quoi qu'est-ce. La photo, c'est avant tout aussi, comme disait un de mes profs d'art à l'époque, la photo, c'est d'abord un œil. Et tu peux faire une expérience, tu mets 3 personnes, tu leur donnes chacun un appareil photo, le même. Tu leur donnes un sujet. Ils n'ont pas forcément fait de formation ou de matériel, mais ils vont avoir le même sujet, le même appareil photo. Ils sont 3, à tour, vous passez. Il n'y aura pas la même photo. Hein. Il n'y aura pas du tout la même photo. Il y en aura force. Mais celle qui sortira de l'eau, c'est celle qui aura le meilleur cadrage. Et c'est là où l'œil intervient, en fait. Bien sûr. Et ça a un prix. Bien sûr. C'est un prix. L'œil. Le regard, ça c'est un prix avant même d'arriver au coût de l'appareil, à la formation sur la lumière et tout ça. Ça c'est un prix, l'œil. Et la personne qui se forme et qui est passionnée de photo, elle connaît ça. Tu vois, toi tu connais ça parce que tu t'es habitué à ça. Tu n'auras pas le même œil que même si on te donne un téléphone, tu ne prendras pas une photo de la même manière que quelqu'un de lambda qui prend une photo avec un téléphone. Exactement. Et ça, rien que ça a déjà un prix. Et les gens, ils devraient comprendre ça, quoi. L'œil. Et je pense également c'est parce qu'il manque pas mal de lois dans le domaine artistique. Il y a peut-être des lois mais qui ne sont pas vraiment appliquées. Donc du coup l'artiste n'est pas protégé au Congo. La photographie et autres, ce sera pareil pour la musique. La majorité des artistes au Congo n'arrivent pas à vivre de leur art parce qu'on est dans un écosystème où ce n'est pas encore vraiment, on va dire, réglementé d'une manière où l'artiste peut vivre de son art. En Europe, tu as des lois, tu as la propriété de l'image. Oui, c'est ça. Si ton image que tu as capturée, une photo que tu as prise et utilisée par une entreprise sans ton consentement, tu peux la porter plainte et gagner des millions d'euros. Ici en Afrique, on n'est pas encore à ce niveau. Et c'est ce choc de mentalité qu'on essaie de briser. Il y a je vois plein de photographes, on voit leur image, mais ils ne peuvent pas se défendre parce que le niveau légal ne reconnaît pas l'artiste en tant que tel, quoi. Et en termes d'imposition, qu'est-ce que tu peux nous dire des impôts, tout ça, par rapport aux métiers comme les tiens, je ne sais pas. En termes d'imposition, c'est qu'il y a des impôts à payer. C'est-à-dire que quand tu veux une entreprise, c'est une entreprise comme toute autre. C'est un studio photo, on peut considérer ça comme un établissement. Ok, on te donne un NIU et des documents administratifs et tu es imposé à chaque fois que tu factures le client. C'est-à-dire que c'est des impôts sur le revenu, sur ce que tu gagnes. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est que vu que tu es une petite boîte, tu t'es exempté de TVA et de tout ce qui est... parce que tu ne génères pas assez de revenus, donc on ne va pas te faire
la guerre sur ça. Mais tu as des petites taxes que tu payes. Donc, c'est-à-dire que généralement, c'est à la fin de l'année. Je pense, oui, à la fin de l'année, tu as toutes les factures pour lesquelles... si c'est une facture que j'ai faite au studio, je dois les présenter justement, effectivement, pour qu'on déduise justement mes impôts et je les paye. Mais si je vais faire une prestation dans les entreprises les retirent pour moi. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, par rapport au statut que moi j'ai, quand je fais rentrer mes dossiers, ils me demandent mes documents administratifs. Quand je les donne, à ce moment-là, ils voient mon document administratif, ils disent, ben, tu es imposable de 10%. Donc, c'est ça que j'allais demander, c'est quoi le pourcentage? 10%. Voilà, tu es imposable de 10%. Et on récupère mes 10% déjà, et c'est ce qui est reversé à l'État. Mais au studio, c'est eux qui viennent faire la somme de toutes mes factures, et puis ils font le 10% pour retirer ce qui est là. C'est pas mal 10%. Dans le pays, c'est 22%. Ah bon? Oui. Faut dire. Bon, peut-être que parce qu'ici, on est encore au bas de l'échelle et que ça ne marche pas totalement. Oui. Mais je suis d'accord qu'en France, on prend plus parce que tu as plus de volume de clientèle. C'est bon, il n'y a pas de problème. Si tu as plus de clients, là, ça marche. Bon. Merci de nous avoir éclairé là-dessus. Bon, on vient de longuement échanger et je pense qu'il y a déjà une partie des réponses dans la question que je vais poser. Mais bon, c'est pas grave si tu peux rajouter quelque chose. Je voulais savoir un peu quelles sont pour toi les raisons du retard, en fait, au niveau du Congo par rapport au niveau de l'Afrique anglophone. On en parlait il y a très longtemps, toi et moi, je ne sais plus quand est-ce. Et on voit que là-bas, que ce soit au Ghana ou au Nigeria, c'est un business qui est très évolué. Les mecs, ils gagnent super bien leur vie. Bien sûr. Les clients comprennent ce métier, ils le respectent et ils n'hésitent pas à payer le prix qu'il faut. Donc, il y a vraiment un mindset différent, c'est à une autre échelle. Oui, qu'est-ce qui fait que nous, on soit en retard par rapport à ça, en fait? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. L'un des premiers, hormis le facteur mental, je dirais qu'on est resté beaucoup en retard au niveau technologique. Je prends un exemple. Tu vois, par exemple, c'est à peine les 5 dernières années que Internet devient vulgarisé au niveau des foyers. Ah, d'accord. Le fait que déjà les gens n'ont pas trop accès à Internet, ils ont ce problème peut-être d'avoir un œil ouvert sur la culture d'autrui. D'accord. Moi, je le vois dans ce sens, je me dis, parce que si on a l'habitude de se cultiver sur ce qui se fait au niveau mondial, on va comprendre que la photographie, c'est un métier. Mais si tu es dans ton cocon, tu restes dans ce monde culturel où tout se fait juste comme tu veux, ça ne change pas, tu auras toujours les mêmes mentalités. La photo, c'est 500 francs CFA pour certains. Ok, ils ont gardé ça en tête. Oui. D'accord. Mais si cette même personne va en France, arrive dans un studio photo, on lui donne 500 € et il voit le travail qui a été fait, il va commencer à dire, ben, attends, les photos, ça coûte 500 € en France. Il dit, oui, parce que le photographe aura beau lui expliquer, parce que cette personne s'est ouverte à d'autres horizons. Quand elle revient au pays, sa mentalité change. Parce qu'elle était habituée à 500 et elle a payé 500 € pour un shooting. Quand il va arriver voir un photographe de 500, il aura l'impression que c'est une mauvaise qualité. Il dit non, pourquoi je vais te payer 500 francs? Donc on en était où? On parlait justement des raisons du retard avec les pays anglophones. Oui, donc je disais que c'est un problème de mentalité, il y a un problème d'ouverture de culture. C'est que l'Internet est arrivé au Congo quasiment en retard. Et la majorité des personnes n'ont pas voyagé. Et lorsque tu voyages, tu vas dans un autre pays, tu goûtes à ce que la photographie est là-bas. Par exemple, tu prends des photos souvenirs. Tu comprends par exemple que si tu vas dans un studio photo, ça coûte par exemple 100 € la séance. Tu ne vas plus parler d'une photo à 500. Et il faut vraiment briser ce choc de mentalité aussi. Donc pour moi, c'est la mentalité et un manque d'ouverture de culture. Pour moi, ce sont des choses qui empêchent vraiment le Congolais ou l'Afrique francophone à valoriser la photographie. Et il y a aussi un autre aspect que je vois, c'est que tout ce qui n'est pas physique, tout ce qui ne donne pas un rendu physique, pour l'Africain francophone, ça n'a pas de valeur. L'Africain francophone accepte de payer du pain parce que ça rentre dans son ventre. Pour lui, ça a un prix. Il accepte d'acheter un vêtement parce qu'il le porte et les amis, oh, t'es beau, on lui donne des éloges. Mais tout ce qui a une connotation digitale a tendance à être pour la communauté africaine francophone comme ça n'a pas de valeur, quoi. C'est quelque chose que je ne peux pas toucher, alors qu'une image, tu peux la prendre et l'imprimer. Mais pour eux, ils n'arrivent pas à faire le rapport. Tout ce qui est genre produit digital, que ce soit vidéo, parce que c'est pas tout ça. Parce que tu ne touches pas. Voilà.
Parce que tu touches pas, ils n'arrivent pas à comprendre, en fait. Ils se disent, bon, écoute. Donc, c'est pourquoi un peu même le marketing a du mal à décoller ici, parce que le marketing digital a du mal, parce que les gens, ils n'arrivent pas à percevoir ou payer pour du marketing sur Facebook. La personne va dire, non, attends, mais je vais payer 50 000, pourquoi? Je dis, non, mais c'est pour que ta page soit exposée à un millier de personnes, pour que tu aies des clients potentiels. Donc, c'est ça. Il y a cette difficulté-là à comprendre. Et les gens n'arrivent pas à comprendre que Facebook, c'est juste comme un marché normal. Mais sauf que la différence, c'est que tu as des milliers de clients en fait, qui peuvent, et depuis chez toi, tu peux les toucher. Donc, vu qu'il y a cette difficulté à saisir le digital, et ben, la photographie est également un problème au niveau de l'Afrique francophone. C'est qu'on se dit que ça n'a pas d'importance. Mais si tu vois une entreprise pour communiquer, elle a besoin de photos. Ce qu'ils font recours aujourd'hui, c'est que tu vois les gens qui vont télécharger des images sur Internet pour faire leurs affiches. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais une entreprise doit avoir sa propre identité. Moi, je vois des entreprises africaines qui prennent des photos. Moi, j'ai aucun problème avec des personnes de couleur blanche. Non, non, non. Mais tu es en Afrique, une photo d'assurance, tu as une française que tu la postes et autres. Mais ça, tu verras rarement ça dans les pays ailleurs. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle, il faut s'approprier sa culture. Moi, je suis allé au Maroc, tu ne verras pas et difficilement des Congolais sur les affiches publicitaires. C'est les Marocains, parce que c'est un pays marocain. Et les affiches sont en arabe, parce que c'est la langue du pays. Donc, c'est ça que je veux faire comprendre. Ça coûte quoi? Moi j'ai eu des entreprises, c'est rare, mais une entreprise m'a appelé. Elle voulait des photos de leur personnel pour en faire des affiches publicitaires. Et on l'a fait. Ça donne une identité unique à l'entreprise. Mais une photo que j'ai vue des milliards de fois sur Internet, quand tu la vois, tu sais que bon, ça c'est une image de photo de stock qu'on trouve sur Internet. Voilà, on sait que le monsieur, il connaît rien de l'Afrique, ben on l'a pris, on l'a posé. Il y a ce problème d'unicité qui manque, d'originalité qui manque. Et les entreprises ne comprennent pas ça. Ils disent, bon, ça revient moins cher. Et puis, on a un petit community manager qu'on va transformer en graphiste et autres. Et ils ne voient pas l'importance d'avoir un photographe. Et il y a également le côté où l'industrie de mode n'est pas vraiment développée au Congo. La mode et la beauté. Ailleurs, la mode, c'est des milliards d'euros. C'est l'industrie à milliards d'euros. C'est peut-être ça aussi. Parce que, voilà. Je te coupe un peu, pardon, c'est que les pays anglophones aussi, faut savoir, je pense aussi qu'ils sont un peu plus déjà riches que nous. Voilà. Non seulement en termes de PIB, mais aussi, tu vois, individuellement parlant, il y a un taux de millionnaires qui est en tout cas plus élevé que chez nous, surtout au Nigeria, n'en parlons même pas. Bien sûr. Et en fait, plus tu gagnes de l'argent, plus tu es en recherche de qualité, plus justement aussi c'est des gens qui sont capables de voyager, comme tu dis, de savoir ce qui se fait ailleurs, de savoir ce que représente vraiment le travail de la photographie. Donc, bref, les moyens font qu'on recherche un niveau de qualité qui est supérieur. Exactement. Et c'est pour ça aussi que ça permet de faire naître justement aussi une qualité de photographe qui se dépasse. Exactement. Parce qu'ils ont compris que, attention, si tu fais une photo pour Dangote, si tu fais une photo pour Davido, tu vas pas faire... Exactement. Tu vois ce que je veux dire? La facture, elle est... Tu sais, il va te payer cher, mais il faut falloir que tu assures. Et donc, ça les pousse à se... En parlant de Davido, tu me racontes une anecdote. Quand j'ai lancé la division photographie de mariage, je me suis tourné vers le Nigeria parce que ils font partie de ceux, et parmi les seuls, qui sont capables de retoucher les photos à couleur de personnes de couleur noire et de les rendre belles. Partout sur Internet, il n'y a que des photos de blanc, mariage de blanc et autres. Je me suis tourné vers un photographe, un excellent photographe nigérien. Ce monsieur a trouvé un moyen de rendre les photos de mariage cinématiques. Quand il te prend une photo, c'est extraordinaire. Il raconte une histoire à travers tous ces clichés. Et il vendait un pack de couleurs. J'ai contacté le monsieur pour acheter un pack de couleurs. Et j'ai vu qu'il avait fait le mariage du frère de Davido, son frère, qui s'était marié à Dubaï. Et il racontait l'anecdote un peu comment le gars, il a été contacté. Tellement que ces photos ont atteint un niveau de qualité exceptionnel. Le frère de Davido a cherché au Nigeria, il a trouvé ces photos, il a dit, mais ce gars, il prend tellement bien de photos. Et lui, il était booké. Pour toute l'année, il était déjà plein. Parce que lui, il est booké l'année d'avant. L'année d'avant, il leur dit déjà de booker et il était full. Et il refuse même des mariages. Il est arrivé à un niveau, il dit non, il peut prendre que 10 mariages l'année parce que le gars, il facture cher. Et du coup, le frère de Davido arrive à un moment, le gars, il ne le connaissait pas. D'abord, le gars lui écrit sur WhatsApp. Lui, il ne répond pas sur WhatsApp. Lui, c'est soit l'email. Il ne répond pas sur WhatsApp. Et après,
voyant qu'on lui répondait pas, le frère de Davido va sur Instagram, il lui envoie un message. Lui, en checkant ses messages Instagram, il voit un message parce qu'il y a une icône certifiable sur les comptes Instagram. Il voit l'icône bleue certifiable d'Instagram. Il se rend compte qu'apparemment, c'est une personnalité connue. C'est là où il ouvre le message. Il voit que c'est le frère de Davido, tout ça. Bien qu'il était booké, il dit, OK, je vais faire votre mariage, mais voici mon prix. Le gars, il l'augmente de 2 fois plus que ce qu'il facture. Donc, normalement, il facture 6 millions de francs CFA. Là, il passe à 12 millions de francs CFA. Mais c'est rien. Pour ces gars-là, c'est rien. Le gars accepte. Le gars déplace son équipe, l'équipe du photographe, parce qu'ils étaient 4. Il a 4 photographes. Il les déplace tous à Dubaï, logés, nourris, pendant toute la durée du séjour. C'est pour montrer effectivement ce que tu as dit, parce que le PIB est plus haut, les gens ont plus d'argent. Mais quand tu atteins un niveau, les gens ils sont prêts à... Ils payent la qualité. C'est ça. Tout le monde, en fait, tout le monde se met au même niveau. C'est automatique. À partir du moment où il y a plus de gens avec des moyens, parce que le pays fonctionne, toute la chaîne va suivre. Bien sûr. En fait, donc voilà. Si là, il y a un taux de pauvreté qui est quand même assez énorme, les gens galèrent, ils vont, tout le reste de la chaîne va suivre aussi, en termes de prestations. C'est un peu ça. Ok, c'est super ce que tu viens de dire sur le Nigérian, parce que ça va nous permettre justement de faire la transition sur la retouche de la peau. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le travail de retouche de la peau? Parce que moi, je t'explique, je vois parfois des photos, je te promets, où le visage de la personne est fou. Ça, on a foutu une espèce de retouche, mais les gens adorent ça. Je comprends pas pourquoi, alors que c'est tellement fake. Je me dis, mais on le voit que c'est trop, en fait. Je comprends pas, en fait. Moi, j'ai besoin que tu nous parles un peu qu'est-ce que tu peux nous dire de la retouche de la peau? La retouche photo, c'est l'une des dernières étapes d'une bonne photo. C'est pas l'étape la plus importante, mais c'est l'une des étapes on va dire, qui peut embellir une photo, au niveau surtout de portrait, quand on parle de portrait. Et comme tu l'as dit, on remarque beaucoup de gens qui floutent le visage, on ajoute du flou et autres. Et c'est les signes annonciateurs, ou bien c'est les signes qui permettent d'identifier les amateurs au niveau de retouche photo. Je le dis pourquoi? Parce que moi, quand je me suis lancé dans la photo, j'ai commencé à faire les mêmes erreurs, mais je ne postais pas mes photos sur Internet. Parce que je savais évidemment que c'était mal, parce que je voyais les photos des grands photographes nigériens. Et la retouche photo, c'est le seul domaine où j'ai compris qu'il ne faut pas prendre à la légère. J'ai acheté une formation. Je suis allé voir l'un des meilleurs retoucheurs de photos portrait beauté. J'ai vu son travail, il avait une formation qu'il offrait à l'époque à 150 000. Je me suis rapproché de lui, j'ai dit, gars, je veux la formation. J'ai payé. Et la formation est juste en ligne, il a bloqué de sorte qu'on ne peut pas la télécharger. Donc j'ai un accès. Et je me suis rendu compte qu'il a énormément d'ingrédients pour réussir une retouche photo. Parmi lesquels il faut un écran photographe, parce que tous les écrans ne se valent pas, il faut un écran photographe. L'écran que j'ai derrière moi, c'est un écran spécialement conçu pour des photographes. Pourquoi je le dis? L'appareil photo fonctionne en profil de couleur. Les profils de couleur, ce sont les différentes, on va dire, c'est comme des seaux dans lesquels les couleurs sont contenues. Et il y a différents profils. Et chaque profil a sa contenance. Le sRGB, c'est celui qui est utilisé sur tout Internet. C'est le profil de couleur d'Internet. Et c'est le profil de couleur le plus petit qui contient le moins de couleurs possible. Après le sRGB, tu as le Adobe RGB. C'est celui que nos appareils photo utilisent. Il est énormément plus grand en couleurs et autres. C'est ça que nos appareils photo, la majorité des appareils photo prennent des photos en Adobe RGB. Donc si sRGB a 8 millions de couleurs, Adobe sRGB a 32 millions de couleurs. C'est-à-dire que le rouge est beaucoup plus raffiné et autres. Et tu as le top des tops, tu as le Pro Photo RGB. C'est le profil de couleur des différents, comment on appelle, Adobe Lightroom et autres. Celui-là, il est au top. Tu peux avoir 100 millions de couleurs. C'est un exemple, c'est que lui, il englosse la majorité des couleurs possibles. Avec toutes les nuances possibles. Exactement. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que si toi, tu es photographe et que tu as un écran qui ne connaît que le sRGB et qui n'est pas calibré, forcément, tu produiras de la merde. Et c'est ça que je n'avais pas compris au début. Donc moi, quand j'investissais, je me suis rassuré que mon profil de couleur, il arrive à lire mes photos. Donc quand je prends mon appareil photo en Adobe RGB, mon écran, il est Adobe sRGB, les profils
se concordent. Mais si j'ai un écran sRGB et Adobe, l'appareil photo en Adobe, tu perds les couleurs rien qu'en transférant les photos. Tu ne verras pas le rouge de la même manière. Donc, la première des choses, il te faut un écran photographe qui admette les bonnes couleurs. Deuxièmement, il faut une tablette graphique. Je ne cesserai jamais de le dire. Si tu retouches avec une souris, tu n'es pas un retoucheur. Tu ne peux pas. C'est pas nous qui avons créé les règles, mais j'ai essayé de retoucher avec les souris. C'est pas la même sensibilité. Parce que la sensibilité plutôt, c'est que plus tu fonces avec la tablette, plus c'est fort en fait. Les détails sont accentués. Exactement. Donc rien que cette capacité de la tablette te facilite la retouche. Donc une fois que moi j'ai investi dans tout ça et j'ai investi dans la formation, j'ai commencé à me former avec les photos du formateur. Après j'ai pris les miennes. Et c'est en me formant que j'ai appris à identifier les différentes parties du visage. Quand j'éclaire un sujet, j'ai une partie d'ombre, une partie qui est généralement ombreuse et une partie qui a la lumière. Ok? Et le but de la retouche photo, c'est juste être capable d'uniformiser les parties ombreuses et les parties éclairées. C'est tout. Tout en enlevant le minimum de détails possible. On ne demande pas de flouter le visage et de quoi que ce soit. Quand on réussit à comprendre qu'il s'agit juste d'uniformiser les parties qui ne sont pas harmonieuses, ça devient plus facile. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que on ne floute pas la photo, on enlève les petites distractions tout en gardant l'identité de la personne. Il ne s'agit pas de flouter le visage. Ce sont nos boutons et la texture de notre peau qui font la personne. Elle doit rester dans la photo après retouche. C'est pourquoi je dis un bon retoucheur, aujourd'hui j'ai carrément pu avoir cet œil, c'est ce qu'il faut enlever et ce qu'il faut garder. Et aujourd'hui, moi quand je retouche, je sais que là je suis allé trop loin, là je suis allé trop loin, là je suis allé pas trop loin, là je devrais aller plus. C'est pourquoi quand je retouche d'une manière non destructive. Quand je vais trop loin, je repars en arrière, je remets les détails, tout ce qu'il faut. Donc, on ne retouche pas les photos pour faire une chirurgie de la personne. Le but, c'est de garder l'identité. Et il y a des techniques pour ça. Il y a différentes techniques et il faudrait juste les maîtriser. Il faut se former pour la retouche photo. Ok, merci beaucoup, c'était très édifiant. Je pense vraiment que ceux qui vont regarder ça, j'espère qu'ils vont, ça va profiter pour les amateurs, les débutants. Voilà, très édifiant. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, du coup, nous, pour rester dans cette histoire de retouche photo, nous énumérer les grandes étapes d'un bon processus de retouche photo? Mais je ne sais pas si on peut les énumérer de manière universelle ou en fonction d'un logiciel type, je ne sais pas, mais bon, bref, je te laisse le faire et nous dire. Bon, moi je vais les énumérer en fonction d'un logiciel type parce que j'utilise Photoshop. Je vais juste parler de ce que moi je maîtrise. Ok, parfait. Les différentes grandes étapes, parce que déjà la retouche photo, elle n'est pas, on ne va pas dire qu'il y a une technique appropriée exacte. Non. Il y a différentes techniques pour arriver à un résultat unique. Moi, je connais les techniques que j'ai apprises par mon formateur. Elles marchent pour moi, mais il y a un autre photographe qui dirait, moi, je fais différemment et ça marche pour moi. Le plus important, c'est que le résultat auquel on arrive, il est agréable au client et à l'internaute. Alors, les grandes étapes, on commence par la séparation des fréquences. En anglais, on appelle frequency separation. C'est une technique qui permet de séparer les textures des couleurs. D'accord? Ça permet justement de séparer la texture des couleurs pour essayer d'enlever les petites imperfections au niveau du visage, mais tout en gardant la couleur de la personne. C'est une technique assez avancée, mais elle fait partie des premières, c'est-à-dire les premières étapes. Donc une fois qu'on le fait, on enlève tout ce qui est distraction. Ça permet de voir plus clair à l'image et de passer à l'étape suivante. D'accord? Après ça, on a une autre étape qui est ce qu'on appelle le dodge and burn. En français, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais il s'agira justement de prendre la photo, de la mettre en noir et blanc, d'identifier les zones de contraste et les zones de lumière. Après, on accentue là où il y a la lumière et on essaie d'accentuer également il y a les ombres. Ça permet juste d'accentuer les parties les plus éclairées de la peau et d'accentuer les parties les moins éclairées également. Ça donne un peu plus de punch à l'image faite exactement. Et après ça, j'ai la partie comment j'appelle l'uniformité de la peau. C'est-à-dire que notre peau, quand elle est, comme elle est, par exemple la mienne, elle n'est pas uniforme. C'est que j'ai des taches, des parties sombres, noires. C'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est comme ça qu'est la peau humaine. Donc ce que je fais, c'est que je vais l'uniformiser, je sais pas si ça se dit, faire en sorte que toute ma peau ait la même couleur.
et que même dans les parties où il y a un peu les tâches, que ça soit le plus uniforme possible. D'accord? Okay. Une fois que je fais ça, ça facilite par la suite l'étape d'application de color grading, l'étalonnage de la photo. Donc, j'applique l'uniformité de mes couleurs. Quand je finis avec ça, si le sujet a un problème, par exemple, de dentition, on peut un peu les rendre plus blanches, mais ce n'est pas obligatoire. Oui. Okay? C'est vraiment pas obligatoire. C'est une étape pas obligatoire. Pour ceux qui veulent. Voilà, pour ceux qui veulent. Donc, dès que je finis avec l'étape d'uniformiser, je passe maintenant à mon étape à moi. J'ajoute, moi, ce que j'appelle, c'est que j'ajoute du contraste. Ça, c'est ma manière à voir. Une photo plus contrastée, c'est une photo, parce que l'appareil photo, quand elle prend la photo, elle n'est pas trop contrastée. Quand on voit mes photos, on remarque qu'il y a énormément de contraste dedans. Donc moi, dès que je finis de faire l'uniformité, je fais le contraste pour essayer de donner le punch à l'image. Après ça, je passe à mon étape de color grading. Le color grading, c'est le mood. Pour moi, c'est la couleur finale de l'image qui détermine la direction artistique de mon image. D'accord? Et généralement, je le fais en fonction du thème du shooting. Comme je l'ai dit, je m'inspire des peintres. C'est-à-dire que quand je fais mon shooting, je prends des images de peintres, je vais sur Adobe Color, je prends les thèmes de couleurs. Ce sont ces thèmes-là que j'applique au niveau du color grading. Je le dis parce que aujourd'hui, les couleurs que j'applique me viennent des photographes nigériens parce que j'ai aimé leurs images dramatiques et c'est vraiment magnifique. Donc, je prends leur pack de couleurs, mais je rajoute aussi ma touche personnelle. C'est-à-dire que je n'applique pas juste le pack, je joue avec les couleurs pour que ça se rapproche le plus de peinture possible. Par exemple, le shooting qui est derrière moi, c'est que j'ai utilisé les packs de couleurs nigériens, mais j'ai rajouté ma touche personnelle qui a créé mon identité propre. Donc, en résumé, on a la séparation des fréquences, on a le dodge and burn, après le dodge and burn, l'uniformité de la peau, après j'ai le color grading. C'est les plus grandes étapes. Il y a d'autres étapes annexes, mais qui prendront trop de temps. Oui, là, ça va. Mais ça, c'est pas mal. Les plus grandes étapes. Bon, ben super, merci. Pour les débutants qui regardent et qui ont envie de se lancer justement, voilà, vous avez les étapes. À vous, à charge à vous maintenant d'aller regarder ou de vous rapprocher de Rudy justement pour avoir quelques conseils. Ok, j'aimerais bien que tu nous... on va faire un petit exercice qui, moi, je trouve un peu sympa. Je vais te donner un iPad, ok? D'accord. Et tu vas nous parler de ton setup de lumière préféré. Mais déjà, est-ce qu'on peut, pendant que je prépare l'iPad, parler un peu aux gens qui regardent, de savoir un peu leur expliquer ce que c'est qu'un setup de lumière. D'accord. Rapidement, voilà. Le setup de lumière, c'est tout simplement le positionnement. Okay, des différentes lumières par rapport au sujet. D'accord. En photographie, on a ce qu'on appelle le key light, c'est la lumière principale. Okay, c'est celle généralement qui donne, on va pas dire l'identité, mais qui a le plus de puissance, qui éclaire le plus le sujet. Après ça, tu as le fill light. Le fill light, c'est juste une lumière complémentaire qui vient remplir la partie des ombres causées par le key light. Donc, si par exemple, je prends mon key light, je l'applique ici, cette partie de mon corps, par exemple, de mon visage il y aura des ombres, ok? Ajouter un fill light ici permettra peut-être de réduire un peu les ombres. Pas totalement parce qu'il ne faut pas que l'image soit flat, mais de les réduire légèrement. Et tu as ce qu'on appelle peut-être le rim light ou background light. Le rim light, c'est la lumière qui peut être derrière moi. On peut aussi appeler ça hair light, la lumière des cheveux. Elle permet juste de faire une séparation entre le sujet photographié et le background, le fond d'écran. Ok? Donc, chacun a sa manière d'utiliser, ok? D'accord. Maintenant, moi, comment j'aime utiliser mon setup? J'ai une key light, ok? Généralement, moi, j'aime utiliser... C'est là où l'iPad va intervenir. Ok. Tu nous fais un petit schéma, en fait. Tu nous fais des petits dessins. Voilà. Donc, moi, généralement, j'ai mon key light. Ici, j'ai mon sujet ici, ok? J'ai mon key light qui éclaire le sujet. D'accord? Ça, je vais appeler ça lumière principale, key light. Et j'utilise un réflecteur comme fill light. Donc, le réflecteur, il peut être, ça dépend de ce que je veux, il peut être en bas du sujet si ma lumière elle est au-dessus, le réflecteur est en bas. Le fait de placer la lumière au-dessus, ici, le réflecteur en bas, on appelle ça le clamshell lighting. C'est beaucoup utilisé en beauté. Ok. Et ma deuxième lumière, je la pointe sur le fond d'écran parce que j'aime créer ce genre... j'aime créer genre une petite
boule de lumière sur le fond d'écran qui permet de distinguer un peu le sujet avec le fond d'écran. Okay. Donc ça, c'est mon go-to, c'est mon setup que j'aime le plus. Donc ça veut dire que là, on a cette lumière qui éclaire le fond, quoi. Le fond d'écran, ok. D'accord. Ouais. Ça éclaire, moi j'appelle ça backdrop. Donc Ouais. en anglais, ça éclaire le fond d'écran. Okay. C'est une lumière avec un petit réflecteur et une grille dessus. Ça crée une petite boule de lumière sur le fond d'écran qui permet de différencier le sujet. D'accord, de séparer vraiment le sujet du background. Okay. Et j'ai la lumière principale avec mon réflecteur que je peux placer ici pour couvrir les zones d'ombre. Donc l'ombre causée par la lumière principale, la key light, est rattrapée par le réflecteur. Ça réfléchit et ça essaie de couvrir les ombres. Est-ce que tu peux me le schématiser en vue zénitale, un peu de haut? Vue de haut? Ouais, comme ça, ce sera plus simple avec les angles et tout. D'accord. Je dois supprimer ça. Pour les gens, je suis en train d'enregistrer. On vous mettra le petit schéma à l'écran. On enregistre en même temps sur l'iPad. Ok. Donc j'ai mon sujet. Donc là, on a la lumière. Voilà. Ok. Ce sera plus sympa, je pense, comme ça. Lumière. Voilà. Je sais pas comment écrire. Celle-là, c'est la key light. Voilà. C'est la key light. Ok. Lumière principale. Elle est placée au moins à combien? 45 degrés? 45 degrés. Okay. 45 degrés. Par rapport à ce que je shoot, elle peut être 45, elle peut légèrement montrer, mais généralement c'est 45 degrés. Ok. Ok. Elle est placée à 45 degrés pour le sujet. Ok. Et là, j'ai mon backdrop. J'ai mon backlight, mais qui ne va pas toucher le sujet, mais qui sera plutôt pointé vers le fond d'écran. D'accord. Donc, moi, je peux dire backlight. Ok. Ce sera pour créer une petite boule de lumière. Donc la lumière, elle est derrière le sujet. Hein. Elle est derrière en pointant le fond d'écran. Ça ne le touche pas, mais ça va dans le sens opposé. Voilà. D'accord. Et là, j'ai mon réflecteur qui permet de réfléchir la lumière sur le sujet. Ça, c'est mon sujet à photographier. Je sais pas dessiner, mais c'est un peu ça. Oui, c'est des petits schémas, justement. Et je tiens à préciser que la lumière principale, elle est beaucoup plus puissante. Je la règle beaucoup plus puissante parce que c'est elle qui donne l'identité de l'image. Donc, généralement, elle peut être à 1, je vais dire à 1 sur 32. Et ma lumière de background peut être, par exemple, à 1 sur, je vais dire à 1 sur 128. Parfois, ou 1 sur 64. Ça dépend. Ça peut être 1 sur 64 ou 1 sur 28. C'est des termes, au fur et à mesure qu'on utilise des lumières, on comprend ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai mon backlight. C'est celui que... C'est ton setup préféré, en tout cas. C'est le setup que j'utilise le plus et que j'aime beaucoup. Donc, et tu le préfères avec un background... parce qu'on voit dans tes photos qu'il y a une toile qui est un peu genre terre comme ça. Ou bien c'est un truc. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là que j'utilise beaucoup avec énormément. Je trouve très beau d'ailleurs. Un background terre. Ça me permet moi parce que déjà je suis un fan de photographie dramatique et fine art. La photographie fine art, comme le dit Chris Knight par exemple, il fait tout ce qui est dramatique. J'aime quand peintre de la Renaissance, tout ça. Et quand on remarque ce que les peintres de la Renaissance faisaient, il y a beaucoup d'ombre. L'ombre donne la beauté à l'image. Une image qui n'a pas d'ombre, elle est fade, elle n'est pas belle. Si je prends une lumière, je pointe sur ton visage, il n'y a pas du tout d'ombre, ce ne sera pas beau à voir. C'est le fait qu'il y ait l'ombre qui dessine, même dans l'architecture, quand le soleil est clair et que vous voyez des ombres non éclairées, c'est ça qui fait la beauté. Volume et ça donne de la texture. Exactement, c'est ça qui fait la beauté du truc. Donc à tous les photographes qui fouillent les ombres, embrasser les ombres, ça va vraiment donner du sens à vos images. C'est magnifique en fait. Ben, super, merci beaucoup pour ce petit design, pour enregistrer. C'est vrai que c'est pas beau, mais... Non, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est fait. Merci beaucoup pour ce petit moment. Alors, du coup, on va passer à la suite. Donc la suite, ça va être, penses-tu qu'un jour, je sais que l'art, on dit souvent que l'art parle, hein, c'est un moyen de communication, et que même un gosse qui fait des gribouillis sur une feuille, peu importe ce il dit quelque chose. On n'y comprend rien, c'est moche la plupart du temps, mais souvent ça dit quelque chose, parce que quand tu échanges avec lui, tu lui demandes, il dit ça c'est papa, ça c'est maman, ça c'est... Il n'y a que lui qui voit ça, mais nous on voit rien, donc il communique. Et j'aimerais savoir si un jour tu penses que tu sortiras un peu de ton cadre de photo actuel
en abordant de la photographie un peu politique entre crochets. Ça ne veut pas dire que tu vas te lancer dans une dénonciation ou quoi qu'est-ce, mais en tout cas, tu vas traiter des sujets ou des thèmes qui te tiennent à cœur. Ça peut être, je sais pas moi, l'infertilité ou je sais pas, la pauvreté, j'en sais rien, peu importe. Voilà. J'ai toujours eu cette passion. Parce que je suis également un fan de photomanipulation. Hormis la photo, je fais de la photomanipulation. Et je pense qu'avec ces deux techniques, je suis en mesure de véhiculer une image sur des thèmes précis. C'est en tête, c'est quelque chose que je prévois de faire dans un avenir certainement proche. Mais je veux encore découvrir beaucoup de choses au niveau de la photographie. Et je pense que le moment venu pour faire cette photographie politique, pour un peu décrire certains fléaux ou problèmes de la société. Je pense que ça me viendra dès que... Je sentirai que c'est le bon moment, en fait, pour moi. Parce que j'ai encore un sentiment d'insatisfaction par rapport au travail que j'ai, parce que je désire vraiment m'améliorer. Et je sais qu'on n'arrive jamais à atteindre la perfection. Mais je sais que cette alarme va sonner un jour. Je dis, tiens, cette image me plaît bien, je pense que je peux me servir de cette technique pour commencer à véhiculer des images à travers, un message particulier à travers mes photos. J'en vois beaucoup de photographes qui le font, qui font des photographies qui dénoncent des violences conjugales, qui dénoncent des avortements forcés, des mariages avec des mineurs et autres. J'en vois plein en fait. Et ça me tient à cœur, mais je veux le faire avec un style qui est unique à moi. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut un peu plus de temps pour acquérir ce style-là, afin d'être unique en mon genre en fait. Ok, d'accord. Parfait. Bon, on attendra avec impatience ce moment et on regardera les résultats. Bien sûr. Donne-nous trois photos, s'il te plaît. 3 photos d'un ou plusieurs photographes qui t'ont marqué et pourquoi. Voilà. Si tu peux nous en parler. Voilà. 3 photos qui t'ont marqué. Les trois photos qui m'ont marqué viennent de Chris Knight. Je ne connais pas forcément les noms, mais visuellement, je les ai en tête. On les mettra à l'écran quand il y a l'image c'est un vieillard. Un portrait d'un vieillard qui regarde sur sa droite. J'aime cette image parce que il y a une partie de son image, de son visage qui n'est pas éclairée et l'autre qui est éclairée. Ça ressemble textuellement à une peinture. C'est l'une des premières images de Chris Knight. Quand je l'ai vue, je me suis mise à la regarder pendant au moins 30 minutes. J'étais là, je dis waouh, comment il a fait ceci. Et je dois dire que j'ai acheté les tutoriels de Chris Knight. J'ai vu comment il a fait ce travail. En fait. Et je suis en train au fur et à mesure de tester les techniques pour arriver à le faire. Mais c'est cette image-là, celle d'un vieux. Et il y a une seconde image, toujours venant de Chris Knight. C'était une femme, portrait en noir et blanc, et il avait fait avec une seule lumière. Et là, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait utilisé un grid. La différence avec le monsieur, c'est que c'était une partie du visage qui n'était pas éclairée. Mais là, on remarquait que la lumière n'arrivait que sur le visage. On pouvait voir le reste du corps, mais le focus n'était que sur son visage. En fait, il a ouvert cet univers chez moi que la photo, ce n'est pas juste éclairer tout. On peut enlever de la lumière là où on ne veut pas en fait. C'est ça que je trouve le côté artistique de la photo. Je ne suis pas obligé d'éclairer tout le corps. Parfois, on peut juste chercher même des silhouettes. Voilà, exactement. Et c'est ça qui me plaît chez lui, en fait. Et il a pris chez les peintres. L'art, c'est être en mesure, quand on maîtrise la photo, c'est être en mesure de placer la lumière là où on le veut et retirer là où on ne veut pas. Et c'est ça que j'aime chez Chris Knight. Donc, il y avait celle du vieillard, une partie éclairée, une autre non éclairée. Celle de la dame en noir et blanc, où on a juste une boule de lumière là. Et la troisième, c'était une photo qu'il avait prise au Maroc d'un berbère. Je pense que ça devait être à 6 h du matin. Une seule lumière. La photo ressemblait à une peinture. C'était magnifique. En fait. Elle t'a marqué. Ce sont des photos qui m'ont marqué. Je les ai téléchargées, je les observe tout le temps pour essayer de reproduire un travail similaire afin d'évoluer. C'est ça. En tout cas, elles sont toutes de Chris Knight. On est sûr que tu es un grand fan de Chris Knight.
C'est un grand fan, un grand fan. Ouais. Je l'avais même écrit, mais il n'a jamais répondu. Il a répondu. Ah, Jamais. ça viendra. Le jour où tu auras la petite certification bleue, on te le souhaite. C'est sûr. Et là, il va dire, oh, mais tiens, lui, il m'avait écrit, vas-y, je vais le répondre. Merci. Bon, mais c'est parfait. On remarque beaucoup que depuis qu'on échange là, je vois que tu es, je sais pas, tu me fais penser à DJ Khalid. Je t'ai expliqué, DJ Khalid, c'est un artiste que j'aime bien. C'est un producteur qui va chercher, qui n'hésite pas à aller déranger les gens. Ouais. Et je me souviens toujours de cette anecdote. Il voulait un featuring avec Jay-Z alors qu'il n'était pas encore au sommet de sa forme. Et bon, il avait déjà 1 an, mais pour Jay-Z, c'est pas encore suffisant. Jay-Z, c'est Jay-Z, quoi. Et il n'habitait pas dans la même ville. Je crois qu'il doit être de la Floride, si je dis pas, ou de Miami, un truc comme ça. Et il est allé à New York. Et il a campé. Il a pris un hôtel devant l'hôtel de l'immeuble de Jay-Z. Je ne sais plus s'il travaillait, si c'est sa maison ou quoi. Ou en tout cas, Jay-Z est souvent. Et il est resté là tous les jours. Il accostait quand le mec sortait. Il lui demandait. Jay-Z il a dit t'es qui? Les premières fois il ne le calculait pas. Il a dit c'est pas grave. Il est revenu. Le second jour il a dit je suis DJ Khalid, je suis machin, je travaille avec toi. Il est resté là à peu près 1 semaine. Et après sa femme et ses enfants. Non, à ce moment-là, il n'avait peut-être pas d'enfants, il n'avait que sa femme, peut-être, si je dis pas que il avait peut-être que déjà sa femme, juste sa femme, pas les enfants. Elle s'ennuyait de lui, donc il l'a fait venir ensemble à l'hôtel, ils sont restés là. Donc je crois que ça a dû durer à peu près 3 semaines, cette histoire-là, si je dis pas n'importe quoi. Et à chaque fois, jusqu'à ce que Jay-Z a dit, mais ce mec, il est déterminé, c'est un fou. Et quand il s'est rendu compte même qu'il a fait déplacer sa femme, parce que voilà, tout ça, là, il s'est dit, ok. Et il a accepté de lui accorder du temps, il a accepté de le faire en featuring. Et au final, DJ Khalid, c'est ça l'esprit de DJ Khalid. Quoi. Et c'est un gars qui... Et toi, quand on parle, j'entends que tu n'as pas hésité, avec les moindres moyens que tu avais, à aller acheter des packs de photos, à questionner des photographes. Je vois que tu as acheté tu parlais d'une formation à 150 000 francs CFA, ça représente beaucoup en fait. Ouais. Il faut avoir du courage, quand on connaît le contexte social congolais, d'investir là-dedans en fait. Tu n'as pas hésité à mettre des moyens, à te rapprocher des gros photographes, à échanger avec eux, à apprendre des meilleurs en fait. Où tu trouves le courage de faire tout ça en fait? Pour moi, ça me touche quoi. Rien que d'entendre ça, en fait, je me dis c'est fou ça en fait. En fait, c'est que je suis passionné de l'image. Quand je vois les autres photographes vivre de cela, je me dis c'est possible. Mais en Afrique, tu dois atteindre un niveau où le respect doit s'imposer au fait. C'est pourquoi je me dis le respect ne s'impose que si je travaille, si je me forme en fait. Il n'y a pas une autre solution. Il y a quelque part un savoir que je ne connais pas, il me le faut. Ce savoir avec ma culture et ma manière de penser vont créer un truc magique au fait. Déjà mon style de photo quand je le vois, c'est des packs de couleurs pris par gauche, ma manière de voir les choses, ma manière de retoucher qui ont créé cela. Et j'ai posté mon dernier portrait, ce que tu as kiffé dans un groupe, les gens ont dit mais c'est magnifique. Ça me montre que je suis en train d'aller sur un chemin qui est bien, mais je ne suis pas encore totalement là, au fait. Et à chaque fois que je fais des photos, je les contacte, ces photographes. Je dis, voici ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Certains n'ont pas le temps, d'autres disent, tu as fait une erreur ici, tu as fait une erreur là, rectifie ici. Je repars, je rectifie. Mais je ne baisse pas les bras parce que je veux devenir l'un des meilleurs. Je veux créer des œuvres d'art. Moi, ça me ferait plaisir que ma photo soit au Louvre. C'est un rêve de fou, mais ça me ferait plaisir que je crée une œuvre. Qu'un jour, un amateur d'art dit, écoute, je veux ta photo au Louvre. Et pour arriver à cette étape, je dois avoir une perception d'image qui va au-delà du naturel. Il me faut travailler. C'est pourquoi je n'hésite pas, en fait. Moi, quand je m'assois devant mon ordi, je finis à 2h, 3h du matin. Je reviens sur les photos que j'ai déjà faites. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu précédemment. Je refais, j'arrange. Mon but, c'est de vivre de ma photo. Mais je veux le vivre avec un style unique. J'ai envie que quand on voit ma photo, soit on pleure, soit on est dans la joie, mais je veux qu'il y ait une émotion communiquée par mon image. Exactement. Je veux que quand on voit ma photo, on s'arrête, on dit qui a pris cette photo? C'est qui? Il est où? J'ai vu votre photo, je la veux chez moi. Qu'est-ce que vous vouliez raconter à travers? Voilà, je veux transformer ma photo en art, c'est ça. Et pour ça, tu n'hésites pas à faire les investissements qui ne t'évitent pas. Tu te fatigues. Et ça, c'est... Et je prends un exemple. Je suis en train de payer une formation. Ça va me coûter $1000. C'est un photographe de mariage nigérien.
Il m'a demandé 1 000 $ pour faire une formation spécifiquement pour moi. Là, par exemple, je t'arrête. 90% des Congolais t'auraient dit, mais tu t'es bête ou quoi? Tu vas mettre 8 $. Attends, mais oh frérot, j'achète un terrain déjà. 600 et quelques mille, c'est énorme. Je lui ai contacté parce que c'est un grand photographe nigérien de mariage. Je lui ai dit, je veux un tutoriel pour moi, un workshop pour moi en vidéo que tu vas enregistrer, qui me montre comment capturer les photos de mariage, comment les retoucher, comment les rendre magiques. Je paierai le prix. Il a commencé à 1500, j'ai débattu, j'ai dit 1000. Donc je vais mettre l'argent de côté au fur et à mesure. Dès que ce sera 1000, je lui envoie cet argent. Je vais prendre ce tutoriel, je me forme parce que je sais que ça va me sortir de la masse. Je sais que ça va m'identifier. Je sais que mon travail va augmenter. Je fais une photo de mariage actuellement. Je pourrais demander ma femme, je ne suis pas satisfait. Tous les jours, je regarde mes photos. Je dis, il me manque ça. Quand je regarde ce que font ces photographes-là, je dis, ce n'est pas possible. Il y a un savoir qui me manque. Je les poste, mais je ne suis pas content. Je veux plus. Je veux arriver à une image, je dis oui. Là, je sens que j'ai atteint un niveau. Un niveau, oui. Je veux arriver, je veux créer mon propre chemin. Et c'est pas facile. Je valorise l'apprentissage parce que un menuisier vit de son art parce qu'il a investi dans une formation de menuiserie. Un président de la République devient président parce qu'il a fait sciences politiques, mais ça coûte cher. Un pétrolier raffine le pétrole parce qu'il a payé une formation pour cela. Mais les formations en pétrole, ça coûte cher. C'est pareil en photo. Je ne peux pas juste me dire que c'est un appareil photo, je le prends. Non, c'est faux. Il y a des techniques d'éclairage et d'étalonnage, de création de photos qu'on n'aura jamais si on n'investit pas le prix. C'est impossible. En tout cas, c'est bien. Il y a des niveaux qu'on ne pourra jamais atteindre. Je vois que tu t'es construit une bulle avec tes propres règles. Et où à l'intérieur tout est possible, quoi. Et ça, je trouve ça bien. Tu vas en profondeur de la chose, de la photographie. Tu t'arrêtes pas en surface. Et non, franchement, c'est très bien. Et je suis persuadé qu'avec une telle détermination, tu ne pourras aller que très loin. Tu as parlé de ta femme tout à l'heure, et je pense qu'avant le mot de la fin, je pense qu'on va rebondir là-dessus. J'ai l'impression que je le fais pas, non plutôt je le fais pas assez, mais je pense qu'il faudrait peut-être le faire. Il y a une phrase qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande personne. J'aime pas trop cette phrase, et moi je préfère la reformuler en disant qu'à côté de chaque homme, il y a une grande femme, parce que derrière, je trouve ça un peu, je trouve qu'on n'en est plus là. Et souvent, dans l'histoire de chaque personnalité qui réussit, il y a justement cette personne à côté qui était un soutien moral et parfois même plus que moral pour la réussite de cette personne. Mais il est important de faire de la place, même dans ces interviews-là, pour ces gens-là. Et j'aimerais que tu dises un mot pour elle, justement, sur elle. C'est cette personne qui t'accompagne et qui te permet d'aller, justement, de maintenir... dans des moments où parfois tu as des baisses d'énergie et de volonté, en fait. Voilà. Ça arrive beaucoup. Donc, ça arrive beaucoup. Un mot pour elle là tout de suite, parce que c'est maintenant qu'on entend parler, parce que souvent on n'entend pas parler de ces gens-là, en fait. Bien sûr. On entend parler plus tard parce qu'on voit que c'est là-bas, mais c'était sur le tapis rouge. Mais est-ce que tu sais que cette personne est là depuis le début, en fait? Oui. Et donc voilà. C'était pas prévu. Je sais que c'était pas prévu. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce genre de personnes. Toutes les femmes déjà ne se ressemblent pas. C'est rare de trouver une personne qui vous soutienne. Pour beaucoup de femmes, être photographe, c'est un métier bas de gamme. Elle va dire non, moi, je suis un gars qui travaille à Eni ou à Total et autres. Pourtant, j'ai fait des grandes études. Moi, je pourrais travailler dans ces grandes entreprises. Mais souvent, la situation du pays ne permet pas... quand on connaît personne, de travailler dans ces grandes entreprises, mais on a également une passion. Et elle me dit toujours, peu importe ce que tu choisis de faire, je crois en toi et je te soutiens. Et le soutien n'est pas seulement en parole. Tu vois, il y a un truc qui m'a touché, c'est ma femme, c'est que quand j'investissais dans le matériel photo, l'ordinateur dans lequel on a investi, on a coûté, je pense, 1,8 million. Elle a pris toutes ses économies qu'elle avait, elle m'a donné. Si elle ne m'avait pas donné ça, je n'aurais pas eu la machine. La machine que tu as. Ouais, parce qu'il fallait l'avoir le plus vite possible, parce qu'on avait des mariages à faire et à couvrir. Aucune personne, moi je ne connais pas une femme congolaise qui peut prendre plus de 600 000 de son argent, vous le mettre entre les mains
vous les donnez pour investir dans votre business. Faut leur dire, C'est difficile. Vous aurez autant vous allez rencontrer des femmes, mais la majorité des femmes sont rangées. C'est-à-dire qu'il y en a plus des femmes qui disent « je me bâtis avec mon homme, demain quand ça va aller, on va récolter les fruits ». Beaucoup pensent juste à elles. Elles disent que « écoute, moi j'ai mon argent, j'ai ma famille, les hommes, moi j'en ai rien à cirer ». Donc c'est ça au fait. Donc on aura beau dire ce qu'on veut, qu'il y a des mauvais hommes, qu'il y a des mauvaises femmes, il y a des bonnes femmes et il y a des bons hommes. Tous les hommes ne sont pas mauvais, toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Et moi j'ai la grâce d'avoir une femme qui me soutient et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai toujours cette motivation-là d'aller de l'avant. Et demain quand ça ira mieux, les gens diront que ah, elle a de la grâce et elle a tout ça, mais bon. N'hésitez pas à soutenir vos hommes pendant les moments difficiles. Surtout si vous avez vous savez que c'est le bon, allez-y. Et vice versa aussi, si vous êtes des femmes ambitieuses qui avaient des projets, j'espère pour vous aussi que vos hommes vous soutiennent. Exactement. C'est important. Bien ça. Ok, bon mais parfait. Non, parce que j'ai pu... je mettrai aussi quelques images. D'ailleurs, j'ai fait un shooting avec toi où j'ai été le sujet et j'ai pu voir justement qu'elle a été plus qu'un soutien à ce moment-là, qu'il y a du travail. Donc, c'est beau, il y a une véritable complicité et un soutien voilà, qui me touche et c'est important. Je voulais le mentionner dans cette interview. Et du coup, pour clôturer, un dernier mot, c'est libre. Tu dis ce que tu veux, peu importe ce qui te passe de la tête. Dernier mot, je dirais qu'on vit dans un monde où tout est possible. Jack Ma n'avait jamais cru qu'il serait le PDG d'une grande boîte comme Alibaba. Le gars s'est fait rejeter 1 milliard de fois, il n'a pas pu être à Harvard, il a eu plus d'échecs que possible. Mais si ce gars y est arrivé, c'est qu'on peut y arriver. Moi, je crois en mes rêves. Et il y a un passage qui est écrit dans la Bible qui dit que ton talent t'ouvrira la porte des rois, au palais des rois. Je pense qu'on a tous un talent. Et si on l'exploite d'une manière correcte, honnête, on peut arriver à ses rêves, on peut les réaliser. Je considère la photo comme un métier à part entière. Il y a de ceux qui le négligent, mais je sais que ce que je fais, demain ça payera et je motive toutes les personnes qui tiennent un appareil photo et qui autour d'eux n'ont aucun espoir de continuer à espérer. Je connais un photographe, le photographe officiel de la première dame de la RDC. On se moquait de sa gueule, on se foutait de sa gueule quand il a commencé la photo. Mais l'appareil photo lui a emmené à la présidence de la République. Le gars, il voyage partout où il va. Il a un budget pour acheter ses appareils. Et je ne te cache pas que son budget, ça finit. Son budget est plus important qu'un salaire d'un gars qui est pétrolier. Je vois les appareils qu'il a. Le gars, il loge dans des chambres d'hôtel partout où va la présidente. Il visite tous les pays du monde sans aucun frais. Qui ne rêverait pas d'une vie pareille? Tout ça à cause de son boîtier photo. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et croyez en vos rêves. Voilà. Merci beaucoup, Rudy. Et on reste connecté et on reviendra d'ici là, peut-être dans 1 an ou 2, voir l'évolution. Mais nous, on croit que ça va aller. Ça va être croissant. Merci. Et ciao. Ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Et si vous avez apprécié, le meilleur moyen de me le démontrer, c'est en likant la vidéo, c'est-à-dire en cliquant sur le pouce. Et c'est le meilleur moyen de pousser cette vidéo et de permettre à d'autres personnes de la découvrir aussi. Voilà, c'est le moyen de rétribution. C'est gratuit. C'est juste un clic sur le pouce. Ensuite, je vous donne de suite le numéro de Rudy pour pouvoir le contacter pour vos prestations photos, pour bref, tout ce que vous voulez, quoi, voilà. Merci à vous, portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Pas prendre leur pilule en fait, quel que soit le mal qui m'affecte. Rap sera ma dose, tant que j'ai du souffle encore malgré les soucis qu'ils me posent. Encule ces bitches en cœur, mon FAR soutient ma pose. À me juger au faciès, ils disent que mon avenir n'est pas rose. Mais y'a que des diamants dans ma tête. Rêve succès comme un damné, rap français incarné. J'garde espoir quand les fleurs ont fané. J'bosse comme un loup acharné, 2-4-2 gravé dans la carnet. J'resterai le dernier à planer. J'aurai pas de testament, donne-moi le fric d'abord et pas de test avant. J'suis dans le jeu et de tous les terrains, comme un chrysanthème. Na 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 na. J'pose sur tous les sangs même quand y'a pas de tête. Na 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 na. Je ne crois
pas quand FAR, le reste c'est pas la peine. Na 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 na. Comme dit le poteau, peste à tous, ils s'en rappellent.